pu vérifier que tous les présidents de la France ont une allégeance vis-à-vis des États-Unis, ou est-ce que, bon, alors, on a bien compris que Chirac, c'était certainement pas le cas, mais à partir de Sarkozy, est-ce que ils ont tous été au service des USA? Sarkozy, c'était un cas particulier parce que lui-même, quand il était adolescent, a été élevé par le mari de la troisième femme de son père. Voilà, c'est compliqué, sa famille. Donc, quand il est allé à New York, il a été élevé par ce monsieur qui était un des pontes de la CIA. Et le propre père de ce monsieur est une des 3 personnes qui a créé la CIA. Et c'est même son propre père, c'est celui qui a créé les réseaux Stay Behind de l'OTAN dans toute l'Europe. Donc voilà. Il avait été élevé avec l'idée qu'un jour, il servirait les États-Unis et pour ça, il deviendrait président en France. Donc, c'est un homme très doué, hein. Vraiment, c'est pas n'importe qui, hein, Sarkozy. Et quand il est devenu président des jeunes gaullistes, il a écrit à François Mitterrand en disant « Je voudrais visiter l'Élysée parce que ça sera bientôt là que je travaillerai. » Ah ouais. C'est un des conseillers de Mitterrand qui l'a raconté, qui l'a écrit. Bon, et donc, voilà, il était avec cette idée-là. Mais je ne cherche pas à dire du mal de Nicolas Sarkozy, parce que, certes, il a fait toutes sortes de choses catastrophiques, mais il a aussi fait des choses très courageuses. Parce que je pense que quand on est président de la France, au bout d'un moment, on veut servir son pays. Et lui, il a voulu aussi servir son pays. Alors, même s'il avait mal commencé, quand il y a eu l'opération en Syrie, il a accepté de faire la paix avec Bachar el-Assad. Et j'ai été le tiers de confiance dans les négociations entre la Syrie et la France. Donc, à la fin de son mandat, alors c'était juste la fin de son mandat, il a accepté cette paix, on a libéré des prisonniers, tout ça. Mais voilà, il a été 2 mois après, son mandat était terminé, il a été remplacé par François Hollande, qui lui a relancé cette guerre immédiatement. Donc, alors, François Hollande, d'où vient-il? Bon, c'est un autre parcours. François Hollande, je pense qu'il vient d'un autre. Je disais qu'il y avait 3 fondateurs de la CIA, il y en avait un autre qui a vécu à Paris, et je pense que c'est lui qui est derrière la formation de François Hollande. Mais je n'ai pas pu le vérifier. Par contre, je sais que j'ai vérifié qu'il était derrière la formation de Lionel Jospin et de Jean-Claude Cambadélis. Lionel Jospin était Premier ministre et Jean-Claude Cambadélis était le premier secrétaire du Parti socialiste. Mais donc ça, c'est sûr pour ces 2-là, mais je n'en ai pas la preuve pour François Hollande. En tout cas, François Hollande est quelqu'un d'assez nul, là. Il n'a aucune compétence en matière politique. C'est quelqu'un qui écrivait les communiqués de fin de congrès au Parti socialiste. Donc, il savait faire des synthèses par écrit entre des positions complètement contradictoires. Voilà, aujourd'hui, le ciel est bleu, mais demain, il sera gris. Voilà, c'est quelqu'un qui racontait des choses comme ça, mais qui n'avait aucune idée politique, qui ne connaissait rien à la politique. Quand il s'est retrouvé président, il a fait ce qu'on lui a dit. Mais est-ce qu'il était encore aux ordres des États-Unis? Parce qu'avec Emmanuel Macron, si j'avance dans le temps, il est clair qu'Emmanuel Macron prend ses ordres aussi des USA, non? Alors, je pense qu'Emmanuel Macron ne le prend pas au même endroit, mais parce qu'aux États-Unis, il y a des évolutions, il y a des conflits, tout ça.
moi je pense, je l'ai écrit, que on dit en France que c'est un des hommes de la famille Rothschild. Je ne crois pas du tout. Je pense que sa campagne électorale a été financée par un fonds de pension qui s'appelle KKR, de M. Kravitz. Donc, c'est un fonds de pension des plus gros au monde. Hein. Et M. Kravitz est réputé à New York comme étant un barbare, quelqu'un qui a des méthodes très, très brutales dans sa gestion des finances. Mais aujourd'hui, ce monsieur Kravitz est devenu le responsable du groupe de Bilderberg. Il est aussi l'employeur de l'ancien directeur de la CIA. Voilà, bon. Donc, c'est un monsieur qui joue à l'évidence un très grand rôle politique aux États-Unis, même si les gens ne le perçoivent pas de cette manière. Voilà. Alors, moi, j'ai écrit ça avant que monsieur Kravitz ne devienne un homme engagé dans la vie politique. À ce moment-là, il ne faisait pas il n'était pas connu dans la vie politique, mais c'est à ce moment-là que j'ai dit que c'est lui qui avait financé la campagne d'Emmanuel Macron, et je pense que la suite prouve que c'est une hypothèse sérieuse. Alors, j'ai une question justement, puisque c'est Jacques Attali qui se prétend avoir découvert, même formé, même fabriqué Emmanuel Macron, qui pour moi est un envoyé Rothschild, peut-être que je me trompe. Comment tu expliques le rôle de Jacques Attali dans l'avènement de Macron, du coup? Je ne sais pas, mais manifestement, M. Attali, quelqu'un qui représente un réseau assez puissant, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais non, je ne sais pas le rôle qu'il a joué auprès d'Emmanuel Macron. Il se vante de l'avoir découvert, mais je pense qu'il avait été découvert bien avant. Mais pour revenir à M. Kravitz, quel serait l'intérêt de ce qu'il représente justement? Ce serait quoi son intérêt à lui ou au fonds de pension qu'il représente, qui est un des plus gros, comme tu le dis? Mais ce serait quoi son intérêt? Moi, je ne pense pas que l'argent mène le monde. Je pense que ce sont les idéologies et les armées qui mènent le monde. D'ailleurs, si je vous menace avec une carte bleue et que vous me sortez un revolver en face, c'est vous qui allez gagner, je pense. Oui. Mais donc, je ne pense pas que M. Kravitz cherche à se développer d'un point de vue financier en faisant ça. Je pense que avec son argent, il a réussi à jouer un rôle en politique. Et maintenant, il fait de la politique. Thierry, tu as dit que c'est l'idéologie et l'armée qui mènent le monde, mais pourquoi? À quelle fin? L'idéologie de quoi? Non, si on veut emmener des hommes avec soi, il faut avoir une idéologie. Et alors, peu importe laquelle, mais il faut pouvoir réunir des gens autour de certaines idées. Et pourquoi l'armée? Parce que quand on a la force, et on arrive à s'imposer. Mais aujourd'hui, ça serait quoi? Ça serait dans quel but, tout ça? Moi, j'ai l'impression que ces gens veulent le pouvoir pour le pouvoir. Il n'y a pas de raison à ça. Ils veulent être... Plus de contrôle. OK. Pouvoir, contrôle. Oui, mais pourquoi le pouvoir si c'est pour le pouvoir? Enfin, ça ne veut rien dire pour moi. Mais manifestement, pour eux, ça joue un rôle. Oui. Alors, Salim a une question à poser. Oui, on voit que, franchement, on voit que le système s'accélère ou plus exactement, l'effondrement du système s'accélère avec l'arrivée de Macron.
Pour moi, Macron et son équipe, je crois que c'est la quintessence de la médiocrité. Hein. C'est comme dirait l'autre, enfin, ils ont passé, je sais pas, des diplômes de médiocrité. C'est assez hallucinant. On a vu le livre d'Ave et l'homme, l'être et le néant, là, le traître et le néant. On a vu les scandales catastrophiques. On a même vu l'histoire de sa femme qui serait un homme, même si c'est faux, hein, c'est même pas la question, mais c'est devenu la risée de toute la France. Tout le monde se gosse, tout le monde rigole. On a vu les casserolades. Enfin, on a atteint un degré d'humiliation, un degré d'affaissement, d'humiliation des institutions, piétinement de la Constitution, de l'état de droit. Franchement, c'est du jamais vu. Hein. Pourtant, Sarkozy, il était vulgaire. Hein. Sarkozy, il était vulgaire, il était grossier, Sarko l'américain, le cow-boy. Déjà, c'était le début. Mais là, avec Macron, on a atteint un sommet de bêtises. Du coup, moi, je me pose une question très simple. C'est quand la fin, en fait, tout ça, selon vous? Est-ce que ça va encore durer longtemps? Je suis étonné que ça puisse durer encore. Et manifestement, ça va durer encore quelques années. Mais à un moment, on va se réveiller. Donc, à un moment, ça va s'effondrer. Et ça va s'effondrer brutalement. Hein. Ça n'attendra pas. Hein. Parce qu'il n'y a plus rien. Vous le dites vous-même, il n'y a plus rien. Ce sont des gens qui n'ont aucune compétence. Si Emmanuel Macron a une compétence pour se faire élire, il sait manipuler des données, il sait faire rêver les gens en leur racontant ce qu'ils espèrent, non pas ce qu'il veut faire, mais ce qu'ils espèrent. Et voilà, il les a roulés 2 fois de suite, ce qui quand même, ça demande un sacré savoir-faire de faire ça. Hein. Donc, il est nul d'un point de vue politique, mais il est excellent d'un point de vue de la manipulation des masses. Ah, ça. Ouais. Alors, dans son entourage, il y a des gens, on a l'impression qu'il les a recrutés dans une boîte de nuit où ils faisaient la fête ensemble. Et puis voilà, ils connaissent rien à la politique, mais ils font le job, ils tiennent la place. Moi, ce qui m'étonne, c'est comment ça se fait que on est quand même en France. Il y a une haute administration qui ont des salaires beaucoup plus élevés que les ministres. C'est de la haute aristocratie, c'est que des noms à particules. C'est des Français de souche qui remontent aux proches des rois, quoi, hein, du roi Soleil et compagnie. Donc, et leurs enfants se marient dans les rallyes, etc. Donc, cette France-là, elle existe. Hein, Stanislas, tout ça. Moi, ce que je n'arrive pas à comprendre dans l'armée, il y a des noms à particules dans l'armée. Moi, j'arrive pas à comprendre qu'ils laissent faire, en fait. Ça me sidère que la corruption ait atteint à ce point tout le monde, ou à minima la lâcheté, qui les empêche de réagir et de dire ce qu'ils pensent. Moi, ça me sidère. Eux n'ont pas vu ce que le kidam, le boulanger, le dentiste, les gens de la base, comment eux ne peuvent pas voir ce que nous, ce qui nous crève les yeux. Ouais. Je pense qu'ils le voient. Hein. Mais ces gens-là pensent toujours que c'est grave, mais si ça dure encore un peu. Voilà, si ça dure encore un peu. Et le problème, c'est que quand il va y avoir un coup de balai, ça va être extrêmement injuste parce que tout le monde va être renversé, et y compris des gens qui sont compétents, qui font bien leur travail, etc., mais qui auront eu le tort de supporter ce système. Voilà, donc je pense que la peur de l'effondrement fait que les gens ne remettent pas en cause leur position. Pourtant, s'ils disaient non aujourd'hui, ils auraient un avenir demain. Exactement. Alors qu'en disant oui aujourd'hui, ils n'auront pas d'avenir.
Ouais. Alors, avant que